Bonjour tout le monde. Excusez-nous pour les 5 minutes de retard. Donc, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Monsieur Ali Ben Makhlouf, donc dans le cadre des rencontres francophonéas. Donc, il y aura plusieurs rencontres avec Monsieur Ben Makhlouf. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, à 18h à Mériadec, et puis demain à 15h30 dans le cadre du séminaire Modernité et Passage. Donc cette rencontre est organisée bien sûr avec en collaboration avec le Centre Modernité et le Centre Montaigne. Donc je vais faire juste très rapidement donc une présentation donc de notre invité. Donc notre invité Ali Ben Makhlouf est agrégé de philosophie. Il est enseignant-chercheur, essayiste, spécialiste en philosophie arabe médiévale et en philosophie de la logique. Il est actuellement professeur à l'université Mohamed VI Polytechnique à Ben Guerir au Maroc, où il est également directeur du Centre d'études africaines. Il est aussi professeur émérite de l'Université de Paris-Est-Créteil et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Il a été élu membre correspondant de l'Académie nationale de pharmacie en France. Il est aussi membre de l'Académie royale du Maroc. Acteur de la vie publique, Ali Ben Makhlouf est président du comité consultatif de déontologie et d'éthique de l'Institut de recherche pour le développement et vice-président du comité consultatif national d'éthique, et la liste est longue. Donc, Ali Ben Makhlouf est un penseur cosmopolite dont les recherches portent sur la logique, l'histoire et la philosophie de la logique, ainsi que sur la philosophie médiévale arabe, mais aussi sur l'éthique médicale et l'éthique de la recherche. C'est un homme, je dirais, passerelle, investigateur, infatigable. Il a à son actif plus d'une vingtaine d'ouvrages, dont je peux citer certains qui sont devenus des classiques, comme Montaigne, publié en 2008 aux Belles Lettres, L'identité, une fable philosophique au PUF en 2011, Al-Farabi, philosophie à Bagdad au Xe siècle, dans le Seuil, La conversation comme manière de vivre, et puis Pourquoi lire les philosophes arabes. Donc, bienvenue, c'est Ali. Je remercie aussi mon collègue et ami Mehdi Rouirgat, donc professeur au département des études arabes, qui a accepté d'animer cette rencontre. Mehdi qu'on a entendu il n'y a pas longtemps autour d'Ibn Khaldoun, qui est sorti d'Ibn Khaldoun, et je crois qu'Ibn Khaldoun, c'est une personnalité très présente aussi dans les recherches de Ali Ben Makhlouf. Pour finir, j'ai sélectionné juste quelques petites citations, voilà, pour vous mettre l'eau à la bouche un peu, donc de Ali Ben Makhlouf. Il a dit dans une interview, « Je travaille avec le reconnaissable qu'avec le définitionnel ». Et puis, dans son livre sur Montaigne, il a écrit « Il n'existe pas de culture isolée. Toute culture est sans cesse en interaction avec les autres. » Enfin, dans son livre « La conversation comme manière de vivre », et puisqu'il sera question de conversation tout à l'heure, il a écrit « Il faut aborder la conversation sans être en attente de quelque chose pour faire place à l'imprévisible de la parole échangée. » Donc, bonne conversation et merci encore. Alors, évidemment, je me joins à mon collègue ami Omar Fertet pour vous exprimer toute notre gratitude pour venir ici. Et effectivement, nous sommes ici à l'université Bordeaux-Montaigne et d'une certaine manière, cela fait sens. J'imagine que dans les nombreuses fois où vous allez être amené à présenter votre ouvrage, il y aura peu d'endroits qui portent le nom de ce penseur tutélaire qu'est pour nous tous, naturellement, Michel de Montaigne. Donc, ce livre, L'humanité des autres, si on peut affirmer que vous êtes l'auteur désormais d'une œuvre pléthorique, en tout cas bien fournie, d'ouvrages aussi divers et variés que des ouvrages consacrés à la logique, petit peu ardus. Vous avez eu ce souci
plus précisément à partir des années 2010, de parler au grand public, d'avoir un écho, entendu que les enjeux du temps, certainement, vous allez nous le dire, vous allez sans doute nous le préciser, nécessitaient d'évoquer des questionnements, hein, d'aborder un certain nombre de sujets, de problèmes qui puissent parler au plus grand nombre, et non pas seulement au happy few, comme aurait dit Stendhal. Donc évidemment, c'est un livre, si je devais, au risque de le résumer, c'est-à-dire de schématiser, de rester simpliste, c'est une sorte de fil tendu entre Montaigne et l'anthropologue français Lévi-Strauss, où eh bien vous agrégez un certain nombre d'auteurs et je crois pour la première fois un nombre tout à fait appréciable, significatif d'anthropologues, de l'admirable Clifford Geertz, hein, dont j'avais essayé en 2021 d'organiser les 50 ans de la parution de son Islam Observed, naturellement à Jack Goody, qui est lui aussi un des anthropologues les plus remarquables de la seconde moitié du XXe siècle. Donc évidemment, ce fil tendu entre les débuts de l'âge moderne avec Montaigne et Lévi-Strauss est l'occasion de revenir sur une question centrale, une question fondamentale, c'est-à-dire celle de l'humanisme. C'est-à-dire l'idée de placer, pour la première fois, hein, jamais vu, c'est tout à fait inédit, de placer l'homme au centre. Même si, en son temps, peut-être, le regretté Mohamed Al-Koun avait parlé de l'humanisme arabe en évoquant dans ses travaux de thèse Sibawayh, donc de l'époque abbasside. Donc ce fil tendu sans doute entre Montaigne et Lévi-Strauss est l'occasion de critiquer, de parler, d'évoquer pied à pied les hypothèses notamment avancées par Lévi-Strauss, hein, notamment dans son maître ouvrage, dans son opus magnum, donc de l'anthropologie structurale, et aussi d'autres textes qui sont parus beaucoup plus tardivement, dans les années 90, hein, puisque Lévi-Strauss a eu cette caractéristique, lui et comme d'autres, comme Junger par exemple, de vivre très âgé et de continuer à produire jusqu'à un âge fort avancé. Donc évidemment c'est ça d'une part, et évidemment pour la première fois, on assiste chez vous dans cette œuvre à un tournant, en ce sens que plus que tout autre ouvrage, vous avez cité un nombre d'auteurs, de philosophes, d'anthropologues, d'historiens dans une moindre mesure, et aussi de sources contemporaines de Montaigne. Et évidemment, on peut se poser la question: qu'est-ce qui vous a amené à ce point à citer? Et je me suis j'ai souvenance en fait de ce que rapportait, ce que relevait Montaigne par rapport à sa propre pratique, à savoir que lui-même prétend piloter les anciens. Et effectivement, je me suis demandé si votre art de la citation et en même temps de la digression n'était pas directement inspiré par les essais, par Montaigne, avec cette idée chez vous, non seulement de piloter les anciens, mais aussi de piloter les modernes, hein, et d'avoir évidemment cette double approche. Donc évidemment, c'est de cela dont il s'agit en guise d'introduction, et puis ensuite nous reviendrons sur un certain nombre de points, puisque vous savez que nous sommes en France, donc on est obligé de partir du général vers le particulier. Et donc, évidemment, tels sont mes propos en guise de liminaire. À vous. Merci beaucoup de votre accueil si généreux à vous deux, Monsieur Marchotset et Monsieur Mehdi-Guirgat. Je suis très heureux d'être là. Comme cela a été dit, effectivement, venir dans la ville de Montaigne pour présenter des choses autour de Montaigne me comble. J'avais été... Pour l'anecdote, en 2011, au château de Montaigne, avec l'équipe de France Culture, pour enregistrer des émissions sur Montaigne. Et il faisait très froid, c'était en février 2011, et je voyais la personne qui apportait régulièrement du bois dans la cheminée. Et je me disais, tiens, elle a un peu l'aspect de quelqu'un que je vois au Maroc, mais je vais quand même pas aller lui dire, vous êtes marocaine. C'est toujours une micro-agression de parler
des origines de quelqu'un. Alors, bon, elle a allumé le feu pendant 3 jours et en partant, c'est elle qui me dit, c'était le dernier jour, « Monsieur, vous êtes marocain ?» J'ai dit oui. Elle me dit « Moi aussi ». Et elle me dit « Mais la prochaine fois, je suis la gardienne du château ». À l'époque, 2011, cette Marocaine était la gardienne du château de Montaigne et elle m'avait dit la prochaine fois, venez manger un couscous ici. Et je me suis dit, il faudrait absolument que j'écrive un article, un couscous chez Montaigne. Et je ne l'ai pas encore écrit. J'attends. Il parle dans les essais de la manière dont le roi de Tunis a fêté... la possibilité, le fait de ne pas avoir été massacré par les Turcs, grâce à l'aide de Charles Quint, il avait donné une immense fête en Italie et Montaigne dit « Oh, j'aurais voulu être de la partie et manger tous ces mets que le roi de Tunis avait préparés. » Alors oui, je suis, pour la citation, effectivement, je suis pas seulement, je vais continuer la métaphore culinaire, je suis pas seulement arrosé de Montaigne, je suis imbibé. Alors je suis très très imbibé, c'est un auteur que je me suis mis à lire un peu comme de façon fortuite. Et puis de plus en plus, je l'ai travaillé, si bien que mon premier éditeur aux belles lettres sur Montaigne me dit « Vous en faites un penseur sunnite ». Je dis bah, « Je sais pas si j'en fais un penseur sunnite, mais en tous les cas, effectivement, je le lis, je trouve que il nourrit, justement, pour parler de l'humanisme, il a un humanisme à la mesure du monde et non pas cet humanisme étriqué de la Renaissance. C'est Lévi-Strauss que vous avez mobilisé qui disait qu'il fallait sortir de l'humanisme étriqué de la Renaissance, un humanisme eurocentré. Et Montaigne, c'est un humanisme à la mesure du monde, un humanisme à la mesure de l'humanité. L'humanisme à la mesure du monde, c'est une expression d'Aimé Césaire, un auteur que je mobilise précisément pour arriver à sortir de cet homme dans sa haute assiette, l'expression est de Montaigne, l'homme dans sa haute assiette, c'est quoi? L'homme dans sa haute assiette, c'est l'homme orgueilleux. C'est l'homme qui, précisément, a réfugié en sa volonté toutes les valeurs en disant « je vais faire, je veux faire ». Et cette volonté s'est exprimée dans le colonialisme d'une manière hégémonique à partir d'une volonté. Parce qu'on se demande toujours comment se fait-il qu'au moment de cet humanisme européen s'est développée une pensée coloniale. Chez Montaigne, on voit qu'elle est directement liée, la pensée coloniale, à la manière dont l'homme s'est cru possesseur d'un royaume imaginaire. J'emploie une expression de Montaigne. Et ce royaume imaginaire, c'est une volonté démesurée. Et contre cette volonté démesurée, Montaigne substitue ou propose l'attention aux autres, l'attention au monde qui est habité de valeurs. Les valeurs ne sont pas dans ma tête, encore moins dans ma volonté, elles sont dans le monde et il s'agit de les voir dans le monde. Les voir dans le monde, il y a des gens qui demandent assistance, c'est dans le monde, c'est pas dans ma volonté, c'est pas dans ma subjectivité. Il y a des gens qui, précisément, subissent de la cruauté et précisément cette idée que le monde regorge de valeurs, mais il y a ceux qui les voient et ceux qui ne les voient pas, est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné chez lui. Et j'ai voulu, justement, pour reprendre votre question sur l'humanisme, montrer quels sont les éléments chez Montaigne qui soulignent l'humanité des autres. D'où le titre de l'ouvrage, l'humanité des autres, non pas l'humanité de l'autre. En philosophie, vous savez, il y a on peut penser que dans le langage commun, l'autre et les autres, c'est pareil. Moi, je fais une très grande différence dans l'ouvrage entre l'autre et les autres. Parce que l'attention à l'autre, c'est facile quand il n'est pas précisé. Mais les autres, c'est qui ? Les Amérindiens, pour Montaigne, qui subissent la colonisation brésilienne. Les Marocains, il parle des Marocains qui ont failli subir la colonisation du roi Sébastien en 1578, la fameuse bataille des Trois Rois, où le roi Sébastien est venu, soi-disant, pour permettre
au roi usurpateur Mutawakil de reprendre le pouvoir contre son oncle légitime, Abd al-Malik, et en réalité c'était pour coloniser le Maroc. Donc c'est à chaque fois les autres, les Turcs qui sont très avancés en Europe. Donc les autres dans leur diversité et non pas l'autre fantasmé. D'où justement ma grande critique à l'égard de Lévi-Strauss. Il a vous avez cité Clifford, il a une idée du sauvage idéal ou du sauvage cérébral. Clifford dit le sauvage cérébral et mon collègue au Collège de France, François-Xavier Fauvel, parle du sauvage idéal. On se crée une image d'un sauvage qui a d'ailleurs couru dans la littérature du XVIIIe siècle, chez Diderot et chez Rousseau. Un sauvage idéal, non. Il faut aller rencontrer les gens, il faut aller parler aux gens. Et quand Montaigne se documente sur les Amérindiens et ce qui leur arrive, il demande à des gens à Bordeaux qui accostaient du Brésil, et notamment un qui a été à son service en tant que domestique et qui a vécu 12 ans au Brésil, qui lui a décrit au quotidien ce que les gens mangent. Et contrairement à ce qu'on pense, les cannibales ne mangent pas la viande. Les cannibales ne mangent pas la viande. Les cannibales sont végétariens. Alors vous allez me dire, mais comment se fait-il que l'on dise cannibale? Tout simplement parce que c'est un rite guerrier chez les Amérindiens qui est, une fois qu'ils ont tué leur ennemi, de manger l'ennemi mort, la viande de l'ennemi mort. Jamais de l'ennemi vivant. On ne le tue pas pour le manger, mais une fois mort, une fois qu'il a été ennemi, il est mangé. Donc le cannibalisme, c'est pas du tout la volonté de manger de la viande et la volonté de manger les humains, certainement pas. Et Montaigne montre un peu l'impasse même de ce rite cannibale en disant qu'ils ont une chanson, les cannibales, c'est donc le chapitre 31 du livre 1 des essais intitulé Les cannibales qu'on étudie souvent. Ils ont une chanson, la chanson du prisonnier, qui dit tuez-moi donc, parce que vous allez manger ma viande, et en mangeant ma viande, vous allez manger vos ancêtres que j'ai moi-même engloutis. Donc c'est un peu gore, je reconnais, mais c'est l'idée que finalement c'est un peu une impasse, ce rite est une impasse, mais c'est un rite, et c'est certainement pas leur vie au quotidien, c'est des rites codifiés de la guerre, mais certainement pas, ils sont pas cannibales chaque jour. Et ça, il faut pouvoir décrire au quotidien les choses pour pouvoir s'intéresser aux autres, pour être attentif aux autres et ne pas les voir du haut de sa haute assiette, comme dirait Montaigne. Alors très bien, si vous permettez, je vais rebondir sur cette question-là en vous posant une question plus polémique. Évidemment, est-ce que vous ne pensez pas justement que cette capacité acquise par ce que d'aucuns ont qualifié d'inexorable Occident, c'est-à-dire cette Europe qui s'inscrit dans une dynamique résolument expansionniste à partir des 16e, 17e siècles, qui sort du caractère quelque peu étriqué de l'Europe de l'Ouest pour aller au-delà des océans et faire la conquête des empires, est-ce que quelque part cette capacité-là n'a pas, d'une part, on a dit, je ne sais pas si vous connaissez l'hypothèse avancée par Bernard Lewis, donc qui a joué le rôle politique que l'on connaît évidemment, qui dit que évidemment l'Europe et la civilisation occidentale est supérieure dans la mesure où elle est la seule à avoir pu se décentrer, à sortir d'elle-même, à, d'une certaine manière, anticiper sur les catégories de perception des autres. Alors, je ne sais pas si, comme dirait Lacan, celle du grand autre, ou je ne sais pas, quelque chose de cet ordre-là. Donc, évidemment, ne pensez-vous pas que c'est là un penchant dangereux qui peut, évidemment, être, dans un second temps, instrumentalisé, évidemment? Alors, précisément, ce que j'ai appris avec Montaigne, c'est qu'on comparer les cultures sans jamais considérer une culture supérieure à l'autre. Et sa grande méthode pour cela, c'est l'énumération. Il y a les cultures qui font cela, il y a les cultures qui font cela, il y a les peuples qui font cela, il y a les peuples... Et à force d'énumérer, vous ne faites jamais une évaluation de supériorité. Ceux-là, ils ont, donc ils sont supérieurs. Et j'ai beaucoup travaillé sur l'usage de la négation chez lui, dans cet ouvrage, où la négation comme privation est considérée comme positive.
Ils n'ont pas le blé, ils n'ont pas le vin, je parle des Amérindiens, ils n'ont pas les lettres, ils n'ont pas l'alphabet, oui, mais ils n'ont pas besoin de magistrats, ils n'ont pas besoin... C'est-à-dire qu'il y a toujours les contreparties des pratiques. Et la négation comme privation n'est pas une privation au sens où je ne vois pas, je suis privé de mon œil, je ne vois pas, mais je n'ai pas telle chose, privation, mais j'ai autre chose à la place. Et Montaigne, c'est toujours de remarquer ce que les autres ont et non pas ce qu'ils n'ont pas. Il critique Norbert Elias. On va y arriver, mais juste sur ce point, Norbert Elias avait voyagé en Afrique et il était revenu en disant « C'est terrible, le village où j'ai été, au Ghana, ils n'ont pas l'électricité. » Et Jacques Goudy, le grand anthropologue que vous avez cité, dit « Mais c'est terrible de revenir, d'être anthropologue, de revenir d'un voyage et de pointer ce qu'ils n'ont pas et non pas ce qu'ils ont. Ils n'ont pas l'électricité, mais ils vivent au jour le jour et ils font autrement. Comment font-ils autrement? Ils ne crèvent pas chaque jour. Ils n'ont pas l'électricité, mais ils font autre chose. » Et c'est cette idée très très importante où on a associé la privation à de la négation, alors que Montaigne il associe à de la positivité. On n'a pas telle chose, mais on a autre chose à la place. Ça, c'est un premier point sur la comparaison des cultures dans votre question. Et effectivement, l'Europe est arrivée dans son colonialisme avec cette idée qu'il y a des peuples primitifs et que eux, pour reprendre l'expression donc du décentrement, eux, les Européens, ont le recul sur eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont développé une conscience. Or, Montaigne, justement, je reprends ce que je disais tout à l'heure, il n'a jamais considéré qu'on était distinctif par une volonté ou une conscience. On est distinctif par quoi? Deux éléments qui font l'universalité du genre humain. Concevoir et juger. Tout le monde, à travers toute la planète, sait comment concevoir et sait comment juger. Bien évidemment, avec des variations. C'est ce que Descartes reprendra littéralement dans le début du discours de la méthode. Le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée. Et le bon sens, c'est concevoir et juger. Montaigne l'avait dit déjà, lui, avant, avec cette idée que le grand problème du colonialisme, c'est qu'on ne reconnaît pas au peuple la puissance de conception et la puissance du jugement. Or, concevoir et juger, comment dirais-je, ça vous met dans la souveraineté de la pensée, ça vous met pas dans la souveraineté d'une conscience sur les autres. Permettez-moi de distinguer entre la pensée et la conscience. La conscience, elle a ce côté par moment d'être objectivante, comme dit Sartre, de voir l'autre en le niant. Et pourquoi j'ai pas pris l'expression l'autre, mais les autres, c'est parce que les autres, vous pouvez pas les nier, ils sont là. Les Palestiniens de Gaza, vous pouvez pas les détruire tous, à moins de faire le génocide que l'Amérique a fait pour les Indiens. Donc, mais l'idée de conscience par rapport à l'autre, c'était toujours l'idée que je nie le monde du donné pour affirmer ma liberté. Toute cette dialectique sartrienne, je la critique très farouchement, je dirais même, parce que l'idée que la liberté de l'homme s'affirme par une conscience qui nie ce qui est autour d'elle, c'est quand même bizarre. Pourquoi ai-je besoin de nier pour m'affirmer? Pourquoi ai-je besoin d'objectiver les autres pour m'affirmer? Et Sartre, quand il dit l'enfer c'est les autres, c'est véritablement cette idée qu'on vit dans un monde où notre liberté ne peut s'affirmer qu'en niant. Mais cette humanisation du néant est une catastrophe, alors que Montaigne, c'est pas l'humanisation du néant, c'est la néantisation de l'homme en sa haute assiette. Il faut terrasser son orgueil pour lui permettre d'être humble. Humble, ça vient d'humus, la terre, être à même la terre. Permettez-moi de citer une petite anecdote magnifique d'un capitaine Philopomène. Philopomène, c'était un grand capitaine grec. Montaigne en parle dans le chapitre 17 du livre 2 des Essais, dans le chapitre sur la présomption. Alors, comment va se manifester l'humilité de ce capitaine? Montaigne décrit, c'est un passage politiquement pas correct, on pourrait dire, parce qu'il dit il y a des gens comme Socrate qui sont laids, ils sont pas beaux, ils ont mauvaise mine, on dirait aujourd'hui ils payent pas de mine. Et puis alors ce capitaine, il avait gagné une grande victoire, mais il est tout petit, rabougri, mal fichu, dit Montaigne.
Et donc il arrive le premier à la fête à laquelle il est, pour laquelle il va être célébré, parce qu'il a gagné une grande victoire. Et les personnes qui sont en charge de la fête du capitaine Philopomène le voient arriver et lui disent allez aider en cuisine pour l'arrivée de Philopomène. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas pris pour ce qu'il était. Mais lui, il ne dit pas mais je suis Philopomène, ça serait de l'orgueil. Il est parti dans les cuisines, il s'est mis à récurer les assiettes. Arrive toute son escorte. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je paye la peine de ma laideur. et ça, c'est l'humilité. Les ascètes et les soufis vont plus loin. L'humilité sans humiliation n'est pas une vraie humilité. Alors très bien, j'aimerais revenir, s'il vous plaît, un instant, sur le développement que vous avez consacré, qui en fait constitue une critique, peut-être une critique acerbe du grand sociologue allemand Norbert Elias, hein, dans ses deux ouvrages majeurs, La civilisation des mœurs et La dynamique de l'Occident, qui affirme que, évidemment, un des éléments de supériorité de l'Occident serait justement cette capacité à imposer des normes, des règles de politesse. Alors, évidemment, je pense que ce qui a participé du succès de sa théorie, c'est le fait qu'il est capable de prendre des exemples les plus prosaïques, les plus bas, comme la façon de se moucher. Hein, au XVIe siècle, on se mouche en crachant par terre, à la façon des Marocains, vous savez, il y a une onomatopée, pcher, on dit. Voilà. Au XVIIe siècle, Pascal et Molière, par exemple, se mouchent dans leur chemise. Et au XVIIIe siècle, on a un mouchoir brodé avec ses initiales, mais un mouchoir que l'on conserve toute sa vie, naturellement. Et évidemment, à partir de là, Norbert Elias avance l'hypothèse que seul et uniquement l'Occident aurait été capable d'imposer une forme de surmoi. C'est-à-dire autant, comme dirait Freud, la civilisation c'est le refoulement, et ce refoulement, évidemment dans la pensée, dans la conception de Norbert Elias, il est imposé de haut en bas, de façon extrêmement verticale, par l'État. Et en ce sens, cela établirait une forme de différence radicale entre, si je reprends la pensée de Norbert Elias, eux et nous. C'est-à-dire ceux qui auraient une forme de surmoi et les autres. Donc évidemment, moi, ça m'arrivait de dispenser ce cours au Maroc. Et la question que je posais aux étudiants, c'était, vous-même en tant que Marocain, du coup, est-ce que vous possédez un surmoi ou pas? Donc, une question hautement polémique, et je vous laisse vous répondre parce que j'ai particulièrement apprécié ce développement. Merci. Alors, partons de Montaigne, effectivement. Bon, ce que je critique vivement, c'est toute la division entre traditionnel moderne, primitif moderne, primitif développé, le progrès, etc. Toutes ces dualités, c'est comme dirait un philosophe que j'ai lu beaucoup, qui a d'ailleurs des accointances avec Montaigne conceptuel, Ludwig Wittgenstein, il parle de crampe mentale. Vous savez, une crampe, c'est pas que dans la jambe. Parfois, vous êtes dans une impasse de la pensée. Une impasse de la pensée, tradition, modernité, primitif, pas primitif. Alors, les primitifs, effectivement, ils n'ont pas de surmoi. Alors, primitif de quoi, dit Montaigne? Mais primitif de quoi? Prenons, alors, vous citez l'exemple de se moucher, je vais prendre l'exemple de être nu. On dit, ah, c'est des primitifs, ils sont nus. Mais Montaigne ajoute une très belle phrase. Il dit, mais la peau est un vêtement. On est vêtu de sa peau, on n'a pas la même peau, on est vêtu de sa peau. Et il prend cet très bel exemple. Donc moi je le lis, je ris, je le lis pour vivre, Montaigne. Un exemple, par grand froid. Par grand froid, les gens sont emmitouflés, il n'y a plus que le visage qui est découvert. Et puis il y a une personne qui est nue, tranquille. Et tout le monde dit, mais comment vous faites par ce grand froid? Il dit, mais comment je fais? Mais vous avez bien le visage nu. Oui. Eh bien, moi, je suis complètement un visage. Je suis tout face. Et moi, je suis tout face. C'est en plus des monosyllabes pour indiquer que la face se promène comme élément organique sur tout le corps. Et moi, je suis tout face. On est vêtu de sa peau. On est vêtu de sa peau, ça veut dire qu'on n'a pas le même rapport à la température. Regardez, moi, je suis hyper couvert. Il y a des gens qui se baladent en short. Moi, je n'ose même pas les regarder. Très bien. Il y a des gens beaucoup plus emmitouflés que moi. Selon l'âge, d'ailleurs, j'étais pas couvert comme ça quand j'avais 40 ans de moins.
on est vêtu de sa peau. On est vêtu de sa peau. Donc à partir de là, effectivement, toutes ces histoires de processus primaire, processus secondaire, refoulement, surmoi, etc., c'est de très belles théories. Mais comme toutes les théories, ce sont des pis-aller ou des béquilles que vous prenez à un moment donné pour expliquer le réel. Mais vous ne pouvez pas les prendre comme explicatifs de tout le réel. Et c'est pourquoi Montaigne, c'est pas un homme de doctrine, ce n'est pas un homme de description, ce n'est pas un homme d'explication, c'est un homme d'énumération. Il y a. Énumérer sans expliquer et sans même décrire. Ça, c'est la grande force, l'énumération jusqu'au vertige. Alors, les Amérindiens ont dit qu'ils ne sont pas civilisés, et dit Montaigne, quand ils ont un chant comme celui-ci, dites-moi après si ça, c'est pas de la civilisation. Outre celui que je viens de réciter de l'une de leurs chansons guerrières, celui dont je vous ai parlé sur les cannibales, j'en ai une autre, amoureuse, qui commence en ce sens, c'est-à-dire comment le chant traduit toute la sophistication du sentiment amoureux. Alors, il y a une couleuvre qui passe. Couleuvre, arrête-toi, arrête-toi, couleuvre, afin que ma sœur tire sur le patron de ta peinture la façon et l'ouvrage d'un riche cordon que je puisse donner à mamie. Ainsi soit en tout temps ta beauté et ta disposition préférée à tous les autres serpents. C'est-à-dire, pour faire la ceinture qu'il va offrir à sa bien-aimée, il demande à la couleuvre de s'arrêter un moment pour que sa sœur reprenne le motif du serpent pour en faire un dessin sur la ceinture qu'il va offrir. Vous pensez que c'est des gens qui ne sont pas civilisés ? Les gens qui peuvent faire ça, les Amérindiens, qu'on dit primitifs, sans lettres, sans alphabet, sans vin, sans magistrat. Donc, effectivement, la négation de la culture des autres commence par la négation de leur chant, de leur... regardez les danses africaines. Les danses africaines, elles ne sont pas considérées par l'Occident comme une grande culture, mais c'est une immense culture. Vous avez incarné dans le corps des milliers d'années de gestes. Et quand vous avez, comme dit Montaigne, une grammaire en gestes, si vous n'arrivez pas à observer une grammaire en gestes, eh bien vous avez un déficit d'attention ou, comme dirait Doris Lessing, une atrophie de l'imagination, mais une atrophie de l'imagination qui se pense superpuissance, et c'est un vrai problème pour l'humanité. Alors de même, vous abordez toujours en vous servant de Montaigne, de sa pensée et finalement de ses pérégrinations un peu sur le même tram, évidemment la place accordée à Montaigne aux animaux qui participe d'un principe de décentrement et évidemment dont on aurait du mal à retrouver, je crois, l'équivalent pour la même époque. Donc évidemment, qu'est-ce qui vous a amené à consacrer un développement à cette question ? Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Gurgat, pour cette question parce qu'elle est très très importante. Montaigne arrive dans un moment de cet humanisme où on a déclaré que l'homme était milieu entre deux règnes, le règne divin et le règne animal, et que précisément ce milieu, cette place prépondérante, faisait, comme disait Pic de la Mirandole dans son ouvrage de 1485, de la dignité des hommes, que l'homme allait pouvoir se formuler lui-même. C'est cette grande idée que l'homme s'invente. L'homme s'invente à partir de cette position de milieu métaphysiquement. Or, Montaigne dit non, nous ne sommes pas un milieu. D'abord, il faut terrasser l'orgueil de l'homme, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'humilité, Philopomène, et en même temps relever l'intelligence des animaux. En terrassant l'orgueil de l'homme et en relevant l'intelligence des animaux, vous arrivez à une écologie, à un écosystème où les espèces sont en bon compagnonnage. Et il passe en revue les différentes vertus dont l'homme se dote et qu'il refuse aux animaux. Par exemple, on dit l'animal ne peut pas mimer une situation et avoir le second degré. Il cite l'exemple du dressage d'un chien
qui joue au théâtre avec, ça c'est un exemple pour vous, Monsieur Fertat, joue au théâtre avec les acteurs, et puis on lui donne un poison, un pseudo-poison, il se met à trembler, il fait comme s'il était mort, on le tire par les pattes, on le sort de la scène, et à la fin de la pièce, il vient saluer avec les autres acteurs. Exemple chez Montaigne pour relever l'intelligence humaine, l'intelligence animale. L'intelligence animale, il cite plein d'autres exemples de fidélité. Le chien qui accompagne le mendiant et qui sait devant quelle maison il va s'arrêter parce que dans cette maison on donne quelque chose au mendiant et pas dans une autre. Et alors dans tous ces exemples-là, ils sont nombreux, certains sont repris du livre des animaux de Plutarque. Dans tous ces exemples-là, Montaigne veut montrer notre similitude, notre ressemblance avec les animaux sur fond précisément de la différence de culture entre les êtres humains. Mais une ressemblance avec les animaux et une différence avec les êtres humains, c'est un point très important. Ce qui nous relie aux autres êtres humains, comme je l'ai dit, c'est deux immenses pouvoirs, concevoir et juger. Concevoir et juger. En dehors de cette capacité formelle, qu'est-ce qui a été dénié tout le temps aux colonisés? La possibilité de concevoir leur propre avenir, la possibilité d'imaginer leur propre avenir, la possibilité de juger pour eux-mêmes. Ce sont les deux éléments qui ont toujours été niés. Concevoir et juger. Et un pays aujourd'hui, vous savez, les pays africains, ils sont indépendants depuis 60 ans, pour la plupart. Mais ils ont encore à réaliser la réelle indépendance qui est précisément de développer l'éducation de masse. Quand vous développez l'éducation de masse, vous avez cette conception totalement partagée. Les gens ont tous, vous avez cité Jacques Goudy, il parle des technologies de l'intellect. On a tous la même puissance d'intellect, mais certains ont un intellect atrophié en raison du fait qu'ils ne vont pas à l'école, en raison du fait qu'ils abandonnent l'école. 30 millions d'Arabes dans les pays arabes, 30 millions sont privés d'école pour des raisons de guerre et pour des raisons de négligence des puissances étatiques. Or, précisément, c'est cela qui fait que les gens ne sont pas dans la conception ou dans le jugement, mais ils ont formellement la possibilité, les politiques souvent les en écartent, comme ce qui se passe pour les enfants de Gaza, du Liban ou du Soudan aujourd'hui. Alors très bien, alors comme on se doit toujours de se poser la question d'où je parle, ici nous parlons plutôt dans le cadre du département d'études arabes, évidemment, et on peut que saluer, ou du moins porter une attention, une grande attention, au fait que vous avez toujours à cœur de tenir en compte, de prêter attention en tout cas aux auteurs non européens, avec l'idée d'intégrer ici précisément dans ce livre et pour l'essentiel, que ce soit Ibn Tufayl, donc le célèbre philosophe andalou du XIIe siècle qu'on a beaucoup étudié ensemble, n'est-ce pas, et ainsi qu'Ibn Khaldun, donc le très célèbre penseur polygraphe du XIVe siècle. Donc évidemment, quelle place au juste accordez-vous entre ce fil tendu entre Montaigne et Lévi-Strauss, accordez-vous à la pensée dite rationaliste ou supposément rationaliste, c'est-à-dire que vous parliez à l'instant, vous évoquiez la question des 60 ans d'indépendance, c'est-à-dire avec cette idée toujours, peut-être, probablement, l'idée que l'on doit posséder une forme de magistère dixit qui ne soit pas uniquement une impulsion donnée depuis l'Occident à partir de ce qu'on considère être des classiques. Donc évidemment, pourquoi citer, faire le plus grand cas d'Ibn Tufayl ou d'Ibn Khaldun notamment, entre autres. Merci beaucoup, merci. Cela rejoint l'introduction généreuse qu'a faite M. Fertat tout à l'heure quand il a dit que il n'y a pas de culture isolée, les cultures sont en interaction les unes avec les autres. Et je pense que, comme pour nous autres individus, l'esprit n'est que dans l'interaction. J'aime beaucoup cette expression de John Dewey, « Mind is interaction ». Et franchement, il y a plus ou moins d'oxygène partagé, et c'est ça l'esprit. L'esprit, c'est pas moi, vous, individuellement, c'est ce qui est respirer ensemble. Et respirer ensemble,
L'oxygène culturel, c'est tout simplement tenir les uns aux autres par la parole et partager les références. Moi, j'ai vécu 43 ans en France, c'est beaucoup, c'est peut-être le double de certains qui sont ici présents, mais je suis encore là, malgré mes 43 ans en France. Je suis revenu au Maroc depuis 2 ans et demi, je suis très content d'être revenu, je suis content de ce que j'ai pu apprendre en France. Pourquoi je dis cela? Parce que effectivement, il y a eu des périodes où je ne citais jamais les philosophes arabes. Au début, vous y avez fait mention, j'ai fait une thèse en logique mathématique sur la logicisation de l'ensemble N des entiers naturels. Ça vous parle pas beaucoup. Mais bon, j'étais spécialiste de Frege, Russell, des logiciens mathématiciens. J'avais fait des études de maths et de philo à l'époque, il y a longtemps, il y a quelques décennies. À ce moment-là, je ne citais pas. Et puis, vous avez parlé des philosophes rationalistes. À un certain moment, je me suis dit, mais tout ce rationalisme de Frege, Russell, il est complètement présent chez Averroès. Il est présent dans ces historiens de la logique, parce que effectivement, Averroès a commenté les 8 œuvres d'Aristote sur la logique, les catégories de l'interprétation, les topiques, les premiers et seconds analytiques, la rhétorique, la poétique, et de même Al-Farabi et de même Avicenne, ils en ont fait des commentaires moyens, des commentaires abrégés, des grands commentaires, c'est-à-dire sur 8 œuvres d'Aristote, parfois on a 24 commentaires. Bon, et quand je me suis mis à regarder cela, après je me suis dit, mais ça s'est fait presque tout seul. À chaque fois que je vais écrire, je vais mêler les références. Si je parle de Montaigne, eh bien oui, je vais parler de Ibn Tufayl. Si je parle d'Al-Farabi, je vais parler de Wittgenstein. Et c'est comme ça que je suis. Et c'est comme ça que je fais interagir les cultures. Et je suis persuadé que plus on approfondit sa culture, plus on rejoint les autres cultures. Plus on approfondit sa culture, plus on rejoint les autres cultures. Et en approfondissant la culture arabo-musulmane dans laquelle je suis né, j'ai vécu mes 18 premières années au Maroc, et je retrouve précisément complètement cela. Dernièrement, je lisais Fakhreddin Razi sur agir par nécessité. C'est tout à fait ce que dit Spinoza sur il n'y a que des causes nécessaires, il y a une illusion de la liberté de la volonté. Al-mujbar ala al-irada ou al-mudtar fi surat al-irada, donc bon, c'est des termes en arabe. Peu importe. Maintenant, Ibn Tufayl. Ibn Tufayl, alors c'est incroyable. Je lis dans Montaigne, ça serait, il dit pas une expérience de pensée, mais ça serait intéressant mais difficile à faire de penser à un enfant qui serait élevé comme seul de son espèce au milieu des animaux. Il aurait une espèce de parole. Ça, Montaigne, pour terrasser cet orgueil humain qui consiste à penser que nous sommes les seuls de toutes les espèces à posséder la parole, mais pas du tout. La nature l'a donnée à toutes les espèces et elle s'est dit pourquoi pas à l'homme. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Et donc nous avons une parole, certes spécifique, pas celle des animaux, mais nous ignorons beaucoup de la parole des animaux, nous ignorons beaucoup de la parole entre les animaux et bien évidemment, nous n'avons pas l'exclusivité de cette parole. Ça, c'est dans Montaigne. Et quand je lis Ibn Tufayl, cet enfant, il grandit en faisant usage de la parole. Mais précisément, il sait comment appeler au danger, il sait comment appeler à la nourriture, tout ce que la gazelle lui a appris. Et c'est à partir de ce magnifique sentiment qu'est l'amour qui va faire tout son cheminement de connaissance. Sa mère nourricière, la gazelle, meurt, vous le savez, et subsiste quoi? Pas le corps malodorant, donc il est obligé d'enterrer parce qu'il a vu que les corbeaux faisaient de même. Non, il ne peut pas penser que l'amour soit lié au corps de la gazelle, puisque l'amour subsiste et la gazelle ne subsiste pas. Et à partir de la subsistance de cet amour, il va faire tout l'itinéraire spirituel que vous savez jusqu'à découvrir l'agent de toute chose et se mettre à le contempler. Et précisément, je me suis dit, je vais partir de l'hypothèse de Montaigne, un exercice malaisé à faire, et cet exercice malaisé à faire, c'est de penser
un individu de l'espèce humaine qui se développe hors des autres humains. Et quand d'ailleurs il rencontre les autres humains, quand il va sur le continent, il les voit, ils disent « Bon, j'ai bien compris qu'ils ne vivent pas comme moi, la loi divine, comme une liberté, une libération, une contemplation, mais comme un fardeau desquels ils pensent être libérés le jour de leur mort, et ils pensent précisément à la récompense et à la peine, comme le veut la loi civile. Mais la loi religieuse n'est pas comme la loi civile. Elle n'est pas liée à la récompense et à la peine et à la sanction de cette façon. Et pauvre d'eux de penser la loi divine comme un fardeau, comme vous pensez la sanction civile comme un fardeau. Beaucoup d'enseignements dans cet ouvrage, c'est vrai. Ibn Khaldoun, devant vous, le grand spécialiste, j'ose pas aligner deux mots. Non, absolument pas. Vous parliez tout à l'heure de la nécessité d'interpeller les étudiants sur leur éventuellement quand ils procèdent d'une culture maghrébine et avec l'importance des proverbes. Et je ne saurais faire avec vous ce que l'on dit au Maroc, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on dit au Maroc? Je vais pas vous montrer exactement. Très joli, oui, c'est vrai. L'évidence même, oui. Ce que vous connaissez, mais toutefois l'idée du vivant fils du conscient, fils de l'éveillé, oui. Peut-être fait écho ce que vous discutez aussi pied à pied, c'est-à-dire le concept de nature, oui. En partant de Montaigne jusqu'à Lévi-Strauss, en passant par Spinoza, c'est-à-dire que l'homme ne saurait être un empire à lui tout seul, en tout cas auto-référencé oui. à lui-même, et évidemment cette place de la nature, elle est centrale, parce que là aussi, par ailleurs, certains en ont fait un usage, ont instrumentalisé le fait que justement l'Occident aurait été les seuls à garantir, préserver la nature, évidemment, donc évidemment, quelle place évidemment accordez-vous à la nature dans ce fil, encore une fois, tendu entre de Montaigne à Lévi-Strauss? Je partirai d'un très beau passage où il dit « Nature a attaché en nous je ne sais quel instinct à l'inhumanité. » Oui, je ne sais quel instinct à l'inhumanité. Quand vous voyez les enfants prendre un chat par les oreilles, quand vous... La cruauté gratuite. C'est l'expérience marocaine qui parle, là. Je pense que les enfants sont cruels partout, ils sont faussement innocents, ça c'est mon idée. Et il dit, face à cet instinct que la nature a attaché en nous, il y a un devoir général d'humanité. Instinct à l'inhumanité, devoir général d'humanité. On peut très bien laisser courir et s'exprimer cet instinct à l'inhumanité qui fait la cruauté partout. Montaigne parle des gladiateurs romains. On a d'abord demandé à ce que les coqs se battent jusqu'au sang, puis après on a demandé du sang humain, c'est-à-dire ça c'est l'instinct à l'inhumanité. Il dit, je ne sais quel instinct à l'inhumanité nature a attaché en nous. Mais il y a un devoir général d'humanité. Alors vous opposez les deux expressions, instinct à l'inhumanité, devoir général d'humanité. Le devoir, c'est précisément tout ce que donne l'éducation, pas le refoulement, tout ce que donne l'éducation, et général d'humanité, général, c'est-à-dire qui concerne aussi les autres vivants. Parce que dans ce passage, c'est dans le chapitre 11 du livre 2 des Essais, de la cruauté, il dit de devoir général d'humanité à l'égard, justice à l'égard des humains, et bienveillance à l'égard des animaux et des plantes autant qu'elles en sont capables. C'est-à-dire que les êtres humains, ils sont redevables de leur cas, de leur action, ils sont responsables. Donc la justice, c'est pas par rapport aux animaux, la justice c'est entre nous, êtres humains, mais à l'égard des animaux, bienveillance, à l'égard des plantes, bienveillance. Et il cite des exemples. Comment les Turcs avaient des hôpitaux pour les animaux, d'ailleurs à Fès aussi, la ville où je suis né, des hôpitaux pour les animaux, les hôpitaux pour Blerj, les oies, les cigognes, les cigognes, les oies, je sais pourquoi j'ai confondu, parce que les oies étaient celles qui faisaient les messages pour sauver le Capitole de Rome, parce que on pouvait leur mettre des petits messages et elles pouvaient aider précisément les Romains. Donc,
Les ânes, dit-il, ça c'est ce qu'il faudrait dire aux spéculateurs immobiliers, les ânes qui ont permis de prendre sur leur dos les charges pour construire un bâtiment devraient bénéficier pour le reste de la vie d'un champ à côté du bâtiment pour brouter. Ça, c'est Montaigne. C'est véritablement un sens très aigu de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'écologie. Oui, mais justement, j'évoquais tout à l'heure, en cherchant à le problématiser, avec plus ou moins de bonheur, l'idée de nature, puisque, évidemment, Lévi-Strauss nous dit, en toutes lettres, le sauvage, c'est celui qui a trouvé un optimum, une sorte d'équilibre parfait entre la nature et la culture. Donc évidemment, vous avez cherché à discuter, avec des raisons fondées naturellement, le caractère éminemment problématique de cette assertion. Alors, quel est le sens de cette critique Oui, alors la critique, c'est un des points que j'ai soulevé rapidement tout au début de mes réponses. Il y a le grand désastre que nous vivons, le grand désastre écologique. Philosophiquement, il repose sur un élément majeur. C'est quand on s'est mis à regarder la nature comme un ensemble de faits neutres, des phénomènes soumis à la loi de la gravitation par exemple. Quand on s'est mis à regarder la nature comme un ensemble neutre, et quand on, comme je l'ai dit, reporter toutes les valeurs dans la volonté humaine. Or, les valeurs sont dans la nature. Les valeurs sont dans la nature. On voit les choses qui croissent facilement sous un certain air libre, etc. On voit ce que c'est que la pollution d'une rivière, etc. Je n'ai pas besoin de ma volonté qui va affirmer la valeur. Je vois tout de suite que les poissons meurent dans une rivière polluée. Je n'ai pas donc la valeur, elle est présente extérieurement à nous. Or, cette idée que la valeur puisse être présente dans la nature, et Montaigne a une conception de la nature comme ayant de la valeur, eh bien, cette idée est aujourd'hui, elle a beaucoup de mal à passer, puisque on continue, même dans les conceptions de développement durable, à concevoir la nature comme un ensemble de ressources. Mais la nature, c'est pas des ressources. La nature, c'est de la valeur. Et donc, il y a un moment où les valeurs objectives dans la nature devraient être reconnues par l'humilité humaine, plutôt que de penser que la nature, c'est un ensemble neutre de faits, et que toute la valeur, c'est l'homme qui la donne. La grande catastrophe philosophique a été de penser que c'était l'homme qui mettait la valeur dans les choses. Il y a objectivement de la valeur, il y a objectivement du bien. Le bien est réel, est transcendant et objectif. Justement, sur ce plan-là... Et le mal est perceptible. Mais après, c'est ce que dit si bien Platon, il y a ceux qui ont la vision pour le voir, et ceux qui n'ont pas la vision pour le voir, et on ne peut pas déposer la vue dans les yeux aveugles si vous n'avez pas l'exercice de voir que le bien est objectif. Ce n'est pas un conseil de l'extérieur qui va vous mettre la vue dans les yeux aveugles. Et malheureusement, la philosophie sartrienne, pour ne pas la nommer, qui a réfugié la valeur dans le sujet humain, ne croit pas à la vision morale. Et en réalité, il y a la voie, V-O-I-E, et il y a ceux qui voient et ceux qui ne voient pas. Et il faut revenir à cette idée platonicienne. C'est l'être le feignant, ça. C'est l'être le... oui, c'est bien l'être le feignant et pas l'être le néant. Mais en réalité, comme je le disais, cette idée de nier la nature en y imposant notre liberté, c'est la grande idée dialectique de Hegel à Sartre. C'est une idée qui a fait beaucoup de mal, sur fond de ce que dit Montaigne, l'homme pris en sa haute assiette. Qui suis-je pour penser que c'est moi qui vais donner de la valeur aux choses? Mais qui suis-je pour cela? Est-ce que ce n'est pas par de l'attention, contrairement à de la volonté? Et si vous faites attention à la nature, vous allez précisément être instruit par la nature. La manière dont les oiseaux font leur nid, Montaigne le cite, tout le tissage humain vient de la bonne observation de ce que font les oiseaux. En ce sens, vous avez cherché à utiliser, un petit peu à la manière, je crois, des joueurs d'échecs qui essaient de gagner les parties peut-être avec les pions, à vous servir de Emerson et de Thoreau, je crois, jusqu'à un certain point, en tant qu'antidote.
Hein, c'est-à-dire comme la capacité à aller à l'encontre, on va dire, d'une tradition philosophique majoritaire. Oui. Donc évidemment, quel mot, que pouvez-vous nous dire au juste sur cette utilisation extensive que vous faites d'Emerson et de son... Alors effectivement, c'est un grand mouvement dit transcendentaliste des Américains du 19e siècle. Thoreau et Emerson. Thoreau, c'est totalement isolé. C'est un peu le Hayy Ben Yaqdan du 19e siècle. Donc, il s'est isolé, il habitait une cabane. C'était justement pour dire qu'on pouvait être, j'ai pris ces deux exemples, merci d'y revenir, j'ai pris ces deux exemples de lui et d'Emerson, qu'on pouvait être simple sans être primitif. Ce n'est pas parce que vous vivez une vie simple que vous êtes primitif. Ce n'est pas parce que vous avez limité vos besoins et que vous avez réduit les choses à la nécessité, que vous vous êtes débarrassé du superflu, que vous êtes primitif. Et permettez-moi, puisque vous êtes beaucoup engagé dans ce département d'études arabes, de vous citer la manière qu'a Montaigne de parler du roi Abdelmalek, le roi saadien. C'est très beau, c'est 4 pages. C'est le chapitre 21 du livre 2 des Essais. Ça s'intitule « Contre la fainéantise » et ça commence par une comparaison avec les gens, avec les grands Romains qui savaient aller aux nécessités et se dégager du superflu jusqu'à s'excuser quand ils transpiraient. Le corps réduit à sa nécessité. Et il dit à Abdelmalek, il souffre d'une maladie intestine qui va l'emporter ce jour où 3 rois sont morts et qui n'a qu'une chose en tête, c'est de contrer les Portugais qui viennent lui ravager son royaume, et rien ne compte, ni sa maladie, ni les fastes qu'il laisse à son frère Mansour Déby, l'entrée triomphante à Fès. Non, ce qui compte pour lui, c'est véritablement la bataille. Et au dernier moment, pris de fatigue, il remonte sur le cheval, ça va être précisément sa fin, parce qu'il a vu que un des flancs non protégés par les Marocains a été repris par les Portugais. Et pourquoi je le cite précisément sur votre question portée sur l'utilisation d'Emerson et de Thoreau. Ah oui, c'est ça, la simplicité. Voilà. Un roi dans sa sobriété, sa simplicité. Ce roi-là, Thoreau, Emerson, c'est véritablement défendre un modèle de simplicité qui va de pair avec une action que Montaigne refuse d'être héroïque, de dire héroïque. Également pour Thoreau, à un certain moment, il dit « Je ne paierai pas mes impôts à un État esclavagiste ». L'Amérique, à l'époque, c'était encore l'Amérique esclavagiste, et il a dit que mes impôts puissent aller à un État pour nourrir l'esclavage. Il n'en est pas question. Emerson a dû payer pour lui et il est parti en prison. Il a dit c'est un honneur d'être en prison pour un tel fait. Ça, ce sont, si vous voulez, Montaigne le dit autrement, on peut mourir sans être vaincu. Et c'est-à-dire que cette simplicité va avec une voie de la résistance. C'est sur cela que je termine mon ouvrage. La voie de la résistance, VOIX. Vous avez cette figure extraordinaire de Margaret Garner au XIXe siècle qui a fui son maître esclavagiste avec ses enfants et qui a cherché à les tuer. Oui, à les tuer. Et elle a été rattrapée. Et elle a demandé à être jugée, son avocat a demandé à ce qu'elle soit jugée, parce que si elle va être jugée, on va lui reconnaître la liberté de ses actes. Alors qu'un esclave, comme dit Toni Morrison en mettant sa main comme ça, un esclave ne peut pas dire « ça c'est à moi ». Et donc, à un certain moment, qu'on lui reconnaisse au moins que ces meurtres et ces tentatives de meurtre sont à elle, parce que c'est une façon de l'affranchir et de la considérer comme libre. Et Montaigne cite cet exemple, pas bien sûr de Margaret Garner au XIXe siècle, mais cite un autre exemple qui malheureusement a une actualité maintenant en Palestine, mais
quand les Juifs en Espagne et au Portugal ont été contrés. C'est un peu ce qui se passe à Gaza. Il faut fuir le nord, aller vers le sud. Non, le sud, ça ne marche pas non plus, etc. Et Montaigne décrit admirablement l'inhumanité de cette mobilité et comment l'Espagne les a chassés. Le Portugal a dit qu'ils allaient les protéger. Le Portugal dit qu'ils doivent absolument fuir à partir de 3 ports pour leur arrivée en Afrique du Nord. Mais les 3 ports sont très vite bouchés et on les oblige à la conversion. Et certains, dit Montaigne, comme le geste de Margaret Garner plus tard, ont préféré jeter leurs enfants dans les puits. Et Montaigne dit, par amour et compassion, alors que l'écrit du portugais duquel il s'inspire, qui justifiait complètement le massacre des Juifs, avait dit « Ils jettent leurs enfants par colère et folie ». Et Montaigne substitue à colère et folie amour et compassion. L'humanité est aussi dans la manière que j'ai de résister, y compris si cette résistance est radicale. Et on ne saura jamais saluer assez le courage des Palestiniens qui disent « On est dans les débris, mais c'est notre terre et on va vivre dans ces débris-là ». Très bien. Alors, vous dire quand même que la fin de l'ouvrage jure, tranche, contraste non seulement avec le ton du reste de l'ouvrage, mais contraste avec la totalité de votre œuvre, puisque je suis un lecteur depuis de longue date de tout ce que vous avez pu écrire à quelque chose près. En effet, vous amenez cette fin qui est beaucoup plus engagée, un petit peu à la manière du ton que vous venez d'adopter, sous le ton de, je dirais, du plaidoyer, peut-être même du pamphlet que vous amenez à partir d'une réflexion de Montaigne qui elle-même s'inspire d'un très grand chef grec, Thébain, Épaminondas, donc sur la nécessité, d'une certaine manière, la beauté, parce qu'il y a une dimension aussi esthétique, de l'hospitalité. Alors évidemment, que vous reliez aux événements tragiques que connaît actuellement notre monde, et précisément en Méditerranée, et le sort réservé aux migrants, et que vous requalifiez, peut-être en estimant que mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde, plutôt d'errants. Donc évidemment, évidemment, si vous le souhaitez, si vous en éprouvez le besoin, vous pouvez absolument non seulement répondre, mais tout à fait lire un extrait de Montaigne où il cite, évidemment, il se sert de cet exemple d'Épaminondas pour mettre en avant, pour mettre en exerce la nécessité de cette hospitalité. Merci beaucoup. Une question avec plusieurs couches. Merci. Alors, vous m'avez lu de près. C'est le plus grand plaisir que vous pouviez me faire véritablement. Alors, beaucoup de choses. D'abord, l'hôte, c'est très important en Méditerranée. Certains connaissent certains pays d'Afrique du Nord, etc. Mais donc, dans la Grèce antique, tout aussi bien. D'ailleurs, quand je lis Montaigne et tous les exemples qu'il donne de la Grèce, c'est terrible comme on voit des choses partagées. Les pleureuses lors des obsèques. C'est une pratique en Italie, en Grèce. Le chariot qu'on voit les cadeaux du mariage. Socrate dit tant de choses dont je n'ai pas besoin. Tout ça c'est cité dans Montaigne. Et alors Épaminondas, c'est véritablement l'hospitalité extraordinaire. Et Montaigne dit, et c'est un très bel exemple parce que limiter l'inhumain, c'est avec Montaigne que naissent les premiers exemples de ce qui deviendra le droit international. Le droit international, c'est d'abord limiter l'inhumain. Limiter l'inhumain. Aujourd'hui, il y a dans la guerre de Gaza, je reprends cet exemple, des Israéliens qui refusent de mettre en feu la maison de Palestiniens. Ils témoignent, non, cette maison, il n'y avait aucun combattant du Hamas et nos chefs nous ont dit de la détruire et on a dit non, on ne va pas les détruire. C'est dans ces gestes-là, c'est-à-dire dans le chaud de la guerre, que peut aussi
et parfois de manière urgente, s'exprimer une humanité. Et c'est l'exemple d'Épaminondas. Montaigne dit qu'il savait mettre de l'humanité dans la chaleur de la guerre. Alors, c'est dans le langage du XVIe siècle. Peut-être je ne vais pas tout lire, mais j'ai autrefois logé Épaminondas au premier rang des hommes excellents. C'est dans le livre 3, chapitre 1, vers la fin de l'essai. Et je ne m'en dédie pas. Je l'ai logé au premier rang des hommes excellents. Il y a Alexandre, il y a lui, il y a bien sûr son ami, la Boétie. Jusqu'où montait-il la considération de son particulier devoir, qui ne tua jamais homme qu'il eût vaincu? On peut vaincre quelqu'un sans le tuer, en faisant un prisonnier. Et on peut, à bout portant, comme ont fait les nazis et d'autres dans les guerres, le tuer. Qui, pour ce bien inestimable de rendre la liberté à son pays, Thèbes, en effet, faisait conscience, se faisait un devoir, de tuer un tyran ou ses complices sans les formes de la justice. Ce n'est pas parce que vous avez en face de vous un tyran que vous allez faire de la justice expéditive. Vous allez le tuer, d'abord le juger dans les formes de la justice. Les formes de la justice, y compris pour les criminels. C'est ça le droit. C'est ça le droit. Et qui jugeait méchant homme, quelque bon citoyen qu'il fût, celui qui, entre les ennemis et en la bataille, n'épargnait son ami et son hôte. Dans une bataille, vous avez en face de vous votre ami ou votre hôte, quelqu'un qui vous a déjà reçu. Vous allez le tuer, même s'il est dans le camp opposé. Épaminondas disait non. Ça, ce sont des gestes d'humanité plus faciles à avoir au coin d'un salon que dans le feu de la guerre. Voilà une âme de riche composition. Il mariait au plus rude des violentes actions humaines la bonté et l'humanité, voire la plus délicate qui se trouve en l'école de la philosophie. Ce courage si gros, enflé et obstiné contre la douleur, la mort, la pauvreté, était de nature ou art qu'il l'eût attendu jusqu'au point d'une si extrême douceur et débonnaire et complexion. Horrible de fer et de sang, ça c'est la guerre, il va fracassant et rompant une nation invincible quand tout autre que contre lui seul, et gauchit au milieu d'une telle mêlée, aux rencontres de son hôte et de son ami. Voilà, il fléchit. Vraiment celui-là, proprement, commandait bien à la guerre, qui lui faisait souffrir le mort de la bénignité. Il mettait à la guerre le mort qui tient, vous savez, les bœufs, le mort de la bénignité. Il mettait de la bonté dans la guerre, sur le point de sa plus forte chaleur, ainsi enflammée qu'elle était et écumeuse de fureur et de maître. Ces miracles de pouvoir mêler à telles actions quelque image de justice. Mêler à quelque action, quelque image de justice. Justement, dans la guerre, c'est là qu'on a le plus besoin de diplomatie. Et Montaigne était un immense diplomate et servait le roi très, très catholique. Il était copain avec le futur roi Henri IV, qui était le roi de Navarre, qui était protestant, et il avait des liaisons avec les ultras, les terribles, les ultras, qui l'ont quand même sauvé de la Bastille, où il n'a pas passé toute la nuit, où il a été emprisonné. Donc il arrivait à naviguer entre trois c'était pas drôle, le XVIe siècle, on n'en a pas parlé. Le XVIe siècle de Montaigne, c'était véritablement ce qu'on appelait les guerres religieuses, c'était des guerres civiles. Et donc il savait rester en bon terme avec les trois, et il avait cette très belle phrase sur le roi, son roi, sur les disjonctions. Vous n'êtes pas obligé d'être entier face au pouvoir. Ce n'est pas parce que j'incline mon genou devant mon roi que j'incline ma raison. Ça, c'est Montaigne. Respect, jusqu'à une certaine mesure, précisément. Et ce n'est pas parce que je critique mon roi, dit-il, que je suis séditieux dans mon cœur. Je ne porte pas de sédition, mais je peux faire une critique. Toutes ces formes de disjonction chez Montaigne sont des signes d'humanité. La superstition, ça rentre par l'oreille. On dit souvent, ça ressort par l'autre. Oui, non, mais qu'est-ce qu'elle traverse? Montaigne dit, la superstition rentre par une oreille, mais n'arrive pas jusqu'à mon entendement. J'entends des choses épouvantables, comme quoi on soigne avec, ou qu'on tue avec le passage d'un chat noir. Bon, d'accord, je l'entends,
mais ça n'arrive pas à l'entendement. Et ces formes de disjonction, justement, Epaminondas, la disjonction dans la guerre, c'est-à-dire y remettre de l'humanité, et c'est véritablement plus que jamais dans les périodes troubles qu'on a besoin de justice dans la guerre et de diplomatie. Je regrette beaucoup qu'on n'ait pas assez de diplomatie dans notre monde si troublé, de la vraie diplomatie. La diplomatie, on n'a pas parlé des Turcs, mais il cite beaucoup les Turcs. Moi, je suivais, quand j'étais en France, il y a longtemps, les cours de feu Gilles Weinstein, grand spécialiste de la Turquie, où il donnait cette image de Soliman le Magnifique dont parle Montaigne. Soliman le Magnifique avait véritablement conquis plusieurs parties de l'Europe. Et la Hongrie, à son époque, était divisée en trois. Une partie qui relevait complètement de la Sublime Porte, la Turquie, une partie qui était vassalisée, une partie qui était indépendante. Et la partie indépendante, elle n'était pas tout à fait indépendante. Il fallait montrer patte blanche. Et à un certain moment, Soliman le Magnifique, vous allez voir le sens de la diplomatie. Il envoie son pacha pour récupérer les clés d'une forteresse dans cette Hongrie indépendante. Donc le roi de Hongrie réunit son conseil, dit « Oh là là, Soliman le Magnifique nous embête, il demande à ce qu'on lui donne les clés de la forteresse. » Alors tout le conseil dit « Il n'en est pas question, ça va pas, il demande toujours plus. » Et le roi, très malin, dit « Mais il n'a pas demandé la forteresse, il a demandé les clés de la forteresse. Et après tout, on peut lui faire des fausses clés. » Alors ils ont dit oui au pacha pour calmer Soliman le Magnifique. Et le pacha est reparti avec les clés. Et quand Soliman le Magnifique voit les clés, il dit « On peut les jeter, ces clés. Moi, c'était juste pour les tester. » Vous voyez, ça, c'est ça la diplomatie de tout un art si difficile. Et disait d'ailleurs Gilles Weinstein, on n'a jamais fait autant de cadeaux entre les ambassades qu'au moment où ça n'allait pas. Très bien. Alors, juste une petite considération d'ordre historique. En effet, vous avez mentionné ce temps extrêmement troublé des guerres de religion où finalement la France en tant qu'entité a failli sombrer corps et âme, et ça n'est fallu finalement d'assez peu. De même au siècle précédent, l'Angleterre, c'est ce qui servira par la suite de matrice à l'œuvre shakespearienne, c'est-à-dire cette guerre terrible entre yorkistes et lancastriens qu'on appelle la guerre des deux roses. Est-ce que vous voyez une analogie entre ces temps terribles des 15e, 16e siècles, à la fois de découverte du Nouveau Monde qui passe en fait par l'annihilation des autres, même si Montaigne reconnaît dans la posture et dans l'attitude du roi aztèque ou du roi inca ou aussi du roi marocain une humanité partagée avec des valeurs qu'on aurait pu retrouver finalement chez Tacite ou Tite-Live, c'est-à-dire chez les anciens, évidemment une analogie à faire avec le temps présent, c'est-à-dire un temps extrêmement troublé où les valeurs sont un petit peu flouées, où il existe évidemment une incertitude terrible qui plane avec l'idée que désormais tout ce qui constituait désolé de le citer pour le coup, on a vu le caractère problématique de son œuvre, Norbert Elias, la civilisation des mœurs, naturellement, est amenée à très court terme à sombrer, corps et biens. Donc évidemment, quelles analogies entre ces deux périodes et finalement, on a dit que Montaigne était peut-être un penseur. Vous savez, il y avait son buste posé sur le bureau de Mitterrand à l'époque, sur la grande photo, je me souviens. Et évidemment, est-ce que vous y voyez motif à penser, ça c'est certain, mais finalement un motif bon gré mal gré, hein, mutandis mutandis, d'espoir, c'est-à-dire de ces temps troublés incertains où la guerre, la violence a pris le pas sur la diplomatie et sur la civilisation des mœurs. Évidemment, malgré tout, des raisons, peut-être à partir des Suds, où vous vous situez désormais. Oui. Donc, évidemment, quelle perspective au juste merci. Là aussi, il y a beaucoup d'éléments dans votre question. Moi, je crois au droit. Je crois au droit. Et je pense que quand il est grignoté par la politique, c'est là où commence le trouble. Et que la force du droit, c'est précisément d'être pérenne.
politique, ça va, ça vient, les élections changent, etc. Oui, mais on est protégé par du droit. On est protégé par des institutions. Ce sont elles les relais véritablement qui nous permettent de respirer, de partager notre oxygène. Le droit est très important. La politique, le pouvoir politique, beaucoup moins. La force du droit, et souvent, justement, quand ça commence à aller mal, c'est quand l'exécutif, le politique empiète sur le droit. L'Europe a eu une chance extraordinaire depuis 1945, c'est de conforter le droit, et d'arriver pour les citoyens européens, dont je suis aussi, puisque je suis un binational, d'arriver à protéger les individus par du droit. Vous avez un relais qui est le droit. Il y a des lois contre le harcèlement. Il y a nul n'est personne, comment dirais-je, non-assistance à personne en danger. L'article 16 du Code civil français, je le trouve magistral et je le cite souvent en exemple. La loi protège la primauté de la personne et la garantit contre toute atteinte à sa dignité depuis le commencement de sa vie. Tous les mots sont pesés. La loi protège la primauté de la personne, pas la personne seulement. Le fait que la personne n'est dérivée de rien. On ne va pas vous dire « non mais il y a une raison d'État supérieure à vous, non mais il y a quelque chose de... » Non, la loi protège la primauté de la personne. Par exemple, vous avez des droits opposables à l'État pour tout ce qui est sur la vie privée, quand les gens font des actions contre l'État, quand ils sentent que leur vie privée a été violée sous la forme d'écoute téléphonique, etc. La loi protège la primauté de la personne. Il y a des droits opposables à l'État. Ça, c'est énorme que des droits soient opposables à l'État. La loi protège la primauté de la personne et la garantit contre toute atteinte à sa dignité, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, l'esclavage, la non-parité, etc. La garantie contre toute atteinte à sa dignité. Le législateur ne définit pas la dignité, mais il la présente négativement. Tout le monde sait ce qu'on réprouve, on ne sait pas ce qu'on approuve, on ne va pas dire la dignité c'est ça. Mais des situations d'indignité, rester dans les urgences sans être servi, etc. Des situations d'indignité, on peut les énumérer. Contre toute atteinte à sa dignité, depuis le commencement de sa vie, et le législateur ne dit pas depuis le commencement de la vie, parce que la vie c'est général, le commencement de sa vie, de la vie de chaque particulier, c'est le droit, c'est magnifique. Après arrivent des hurluberlus. Je ne veux pas faire l'honneur à une certaine personne dans une grande puissance en citant son nom, mais qui veulent... Il a ce qu'on appelle en arabe une shahkaka, non c'est ça? Voilà, et qui malheureusement par la politique et la puissance politique veut détruire le droit. Alors là, effectivement, c'est là que ça... Mais vous me parlez d'espoir et d'enseignement de Montaigne aujourd'hui. D'abord, Montaigne disait qu'il fallait s'adresser aux vivants. C'est très émouvant quand on le dit 4 siècles après. Il faut s'adresser aux vivants. Moi, je m'adresse à vous, vivants. Et moi, d'une certaine mesure, vivant aussi. Bien que je suis comme Montaigne. Je quitte le monde et vous allez vers le monde, vu nos âges respectifs. Le droit, alors mes étudiants, monsieur, le droit, il n'est pas respecté. J'ai dit, moins il est respecté, plus il vous motive pour le défendre. Plus vous avez de la motivation pour défendre vos droits. Moi, j'enseigne l'éthique médicale au Maroc et certains de mes étudiants sont maintenant à l'hôpital. Je les ai en première année. Monsieur Benaklouf, tout ce que vous nous avez dit sur l'éthique médicale, il n'est pas appliqué. J'ai dit, raison de plus. Raison de plus. Vous ne pouvez pas arguer de la non-application d'un droit pour le rendre vain. C'est au contraire, moins il est appliqué, plus vous devez lutter pour. Et c'est pourquoi moi je garde l'espoir et je termine effectivement ce livre par les voies de la résistance. Je vais vous citer un exemple douloureux pour moi, mais tout de même, en avril 2015, il y avait une magnifique rencontre. C'est après que je me rends compte qu'elle était magnifique, mais en même temps tragique, au Salon du Livre de Tanger. C'était un salon sur la thématique féminine. Et il y avait Laura Adler, qui peut d'ailleurs témoigner, dans la même table ronde que moi. Et il y avait une Américaine de 75 ans, Alison Becker. Alison Becker
précipitez-vous sur Amazon si vous trouvez son livre Voices of Resistance. Alison Becker était une anthropologue, elle est morte maintenant, mais vous allez comprendre comment elle est morte en plus. Alison Becker a été documentée auprès des femmes marocaines de Tétouan, de Fès, des grandes villes qui ont participé à la lutte contre le colonisateur. Elles ont fait passer des petits papiers au risque de leur vie. Elles ont fait un travail extraordinaire. On n'en parle pas. Il a fallu que ce soit une Américaine qui en parle. Voices of Resistance, vous avez dans ce livre les photos de ces femmes dans Malik Al-Fassi. Vous avez précisément leur nom et leur voix. Et elle dit cette chose magnifique à la fin de son ouvrage. Elle dit toutes ces femmes qui ont lutté pour l'indépendance. Après, au moment de l'indépendance, on les a rangées. Au sens où on leur a dit, maintenant vous vous occupez des associations de charité. Et elles se sont développées. C'était des femmes qui auraient dû être les diplomates du Maroc. C'est des femmes qui auraient dû être les ministres du Maroc. Et elles auraient fait un travail bien meilleur que ceux qui ont eu ces charges-là. Ça, c'est mon opinion. Mais Alison Becker, ce jour-là, se termine la table ronde. La dernière question, elle était assise à ma droite. La dernière question, elle répond pas. J'ai dit, are you okay? Elle me dit, yes. Puis elle tombe à la renverse. Et ce jour-là, elle fait une hémorragie cérébrale massive et elle meurt. Et pour moi, ça a été terrible. Au moment où j'ai découvert sa pensée magnifique sur un pays qui m'est cher, le Maroc, en même temps, elle meurt quasiment dans mes bras. Alison Becker, souvenez-vous d'elle, parce que ça, c'est des personnes. Très bien, je crois qu'on peut d'ores et déjà applaudir notre intervenant, notre hôte.